Saelito. Donc moi je suis créateur de contenu sur internet, donc plus particulièrement du format court. Et maintenant 3 ans et demi que je fais des vidéos sur internet. J'ai lancé les réseaux et pendant 2 ans ça payait bien. Pourtant j'étais éducateur. Et je faisais 80-90 heures par semaine. Ouais, j'ai attendu 2 ans pour te dire, me dire ah ouais, donc là c'est plutôt stable, alors que je pouvais arrêter il y a 1 an et demi même. Donc ouais, j'ai dû attendre, vraiment stabiliser pour me dire je vais changer, je me démarque de tout le monde pour que l'entreprise me remarque. C'est-à-dire que je faisais quoi quand il s'agissait de l'informatique? Eh ben, je créais des projets sur YouTube où je suivais des tutoriels quand on fait des applications mobiles. J'ai créé un clone de WhatsApp, Instagram à l'époque. J'ai créé un truc sur les impôts, des trucs comme ça, où j'ai fait un side project, ce qu'on appelle, où du coup j'ai mis ça sur des à l'époque ça s'appelait GitHub. Donc en fait, ils peuvent aller regarder ce que tu as fait. C'est un peu comme les sites internet, etc., qui reprennent tout ce que vous avez fait. Voilà, donc en fait, moi automatiquement, quand l'employeur me dit t'as fait quoi, bah, je lui dis bah écoute, je suis en alternance, je fais ça, j'ai fait un peu ce que tout le monde fait, mais moi je fais des projets à côté qui m'ont permis d'avoir de l'expérience en plus. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde là, ici? Du coup, le gars il me dit ah bon, bah t'as fait ça? Oui, bah regarde, je t'envoie le lien. Donc du coup, regarde, mais t'as refait le site de l'impôt, des impôts? Oui, j'ai refait le même, c'est exactement le même. Il me disait ah bah c'est super alors. Et Instagram, j'ai refait. Tu peux m'envoyer des messages toi, parce que c'était pas ce qu'on appelle informatique, en développement et en production. En production, c'est les sites qui sont en ligne, tout le monde porte, et en développement, c'est que toi et moi on peut regarder si tu veux. On peut s'envoyer toi et moi des messages. Donc je lui disais, tu peux m'envoyer des messages, je peux te répondre, je peux me liker si je te mets un post. Il me disait, bah vas-y, je mets un post et tout, machin. Ils étaient choqués de ça. Et du coup, facilement, moi, forcément, j'étais un milieu sur les autres. Donc ça, c'est un peu la dalle que j'avais quand je voulais un truc, mais comme jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et dans le social, pareil. Dans le social, j'ai assisté, j'ai pas mal d'associations où des fois j'allais servir le petit-déj aux gens avant de devenir éducateur et trouver l'alternance. J'ai un gros visé coiffeur, j'ai jamais coiffé, donc je coupais. Ils s'en foutent les gens dehors, des SDF, ce qu'on appelle les gens sans domicile fixe, ils s'en foutent que tu leur coupes les cheveux à un taper ou un dégradé. Tu leur coupes, c'est bon, ils sont contents. Moi je prenais une tondeuse, je coupais. Ça, sur mon CV, c'était banger, donc c'était de l'or pour les associations. Donc quand j'arrive dans une association, je lui ai dit je veux devenir éducateur, mais t'as fait quoi? Mais moi j'ai servi plein d'associations, SDF, machin, des handicapés, ils étaient comme des fous, donc en fait forcément je me démarre. Donc vraiment le truc à faire, c'est plutôt personnel, il faut trouver ce glitch pour pouvoir se démarquer nous tous. Parce que l'employeur il veut vraiment la pépite, bon ça n'existe pas, mais en tout cas, lui mettre plein les yeux, c'est vraiment le glitch pour pouvoir se démarquer. Aujourd'hui c'est un monde de CV, donc aussi il y a des CV. L'employeur il en a 500 000 de CV tous les jours, il n'a pas le temps, il s'en fout de ça. Le fait de relancer c'est très important, mais aujourd'hui dans un tableau, tout ça franchement il faut se faire un petit, comment on appelle, planning où tu relances lui une semaine, ou des petits rappels, parce que sur Google ça existe, des rappels, des alertes. Sur Google tu peux planifier un truc de programme là, machin, sur paramètres, et il te rappelle, ouais, il y a 6 jours, il faut relancer. Aussi le côté où on est un peu timide, on n'a pas d'expérience, on est jeune, etc. Quand on cherche une alternance, vraiment ce qui va payer, je vous le dis, c'est cash, c'est cadeau, c'est le culot. Vraiment, des fois, moi, j'y allais physiquement, toquer la porte, le personnel de l'accueil m'arrête. Ouais, vous voulez quoi? Moi, je vais parler au responsable. Il est où? Il est occupé? C'est pas de problème, je suis dans la salle d'attente, j'attends. Ils étaient choqués de moi. Donc, dans le sens où le culot, c'est quelque chose aujourd'hui, ça a payé. Moi, dans ma vie, même dans mon parcours, j'ai fait un peu exprès de remonter un peu, que du culot. C'est-à-dire que j'y allais, et j'y allais pas pour discuter, j'y allais pour gagner le bail, tu vois, le truc là, que ce soit l'alternance, ou les papiers, ou la maison, enfin tous ces trucs-là. Le culot, les gars, franchement, même sur mes réseaux, moi c'était au culot, on va pas se mentir. Et le côté, le mot d'ordre qui m'a traversé toutes ces années aussi, c'est le côté je me différencie. Même sur les réseaux, personne ne parlait aux enfants, personne ne leur cala. Et du coup, je fais quoi? Je fais des vidéos avec des enfants. Et ça marche. Du coup, ça a même pété. Ça fait des millions de vues, ça fait des millions de followers. Donc en fait, voilà. J'ai regardé tout le monde dans la rue de Paris jusqu'à Marseille, ils parlaient qu'aux jeunes, à tout le monde. Personne cala les enfants. Donc il y a 3 ans, j'ai calé les enfants, ça a pété. Donc en fait, voilà, le mot d'ordre qui m'a accompagné, c'est genre on regarde comment on fait, un pas de côté, on se différencie, on attaque et on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'est le culot et des petites techniques.
Du coup, je suis créateur de contenu, on vit des réseaux, pas beaucoup, avant oui, mais plus maintenant. Parce que moi, globalement, ma communauté c'est TikTok, un peu d'Instagram, un peu tout ça, Snapchat, je suis dessus et tout. Mais donc, ce qui peut être aujourd'hui, c'est plusieurs, parce que ça change vite. Aujourd'hui, c'est Twitch et YouTube horizontal. Et Snap parce qu'il y a des grosses communautés. Moi, là où je gagne, c'est les collaborations. Donc, voilà, je fais des tournées, des écoles, etc. Là, je suis pas payé, on va pas se mentir. Mais voilà, souvent, les écoles, je suis jamais payé. Les associations écoles, je ne suis jamais payé parce que en fait, j'ai envie de transfert. Mais sinon, quand il s'agit de collaboration avec qui je suis là depuis 3 ans, c'est Indie, c'est Adidas, donc ils m'accompagnent. Eux, il n'y a pas de je paye pas. C'est des grosses multinationales, il faut leur mettre vraiment de gros contrats dans la gueule. Donc clairement, aujourd'hui, c'est des collaborations, mais aussi un peu de réseau. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, je suis sur la suite même, où donc depuis 1 an, donc les réseaux, c'est bientôt voilà, à la fin. Et donc je suis sur 1 an d'un autre projet, comme ce que tu avais dit. Je suis sur les réseaux où je vis de ça, mais sur un autre projet qui n'est pas encore viable, mais je suis dedans et on verra dans 3 ans si je lâche la vidéo. Toujours la même... on ne lâche pas comme ça, ouais. C'est vraiment la sécurité et l'audace de pouvoir changer de vie à chaque fois, le challenge. Moi, c'est pas changer de vie, je suis très content. On ne parle même pas de succès parce que c'est quoi le succès? Chacun, c'est subjectif le succès. Voilà, moi je m'en fous du succès dans le sens où c'est du challenge. J'ai envie de relever le défi, on fait un autre truc et toujours avec beaucoup de prudence. Voilà. Ça le vrai challenge. Challenge, défi, je ne m'arrête pas, j'ai 36 ans, il y a 10 000 challenges qui m'attendent. Donc les réseaux, on ne va pas se mentir, au moment où j'arrive sur les réseaux, je suis développeur web. On parlait des réseaux, on parlait même de l'intelligence artificielle. Moi j'étais dans une société d'aviation privée. Donc je leur faisais des sites web, etc., des applications mobiles. Et on savait, les réseaux, ça allait péter après le Covid, parce que j'ai vu pendant le Covid, j'étais en alternance télétravail, et j'ai travaillé à la maison pendant tout le Covid, et j'ai très vite compris que TikTok, ça allait péter dans les années à venir. Donc forcément, je suis pas... Voilà, donc, comme je suis attaché à ce qui marche, machin, challenge, défi, etc., on prend ce qui marche. Donc je me suis lancé, mais sans pour autant savoir si j'allais fonctionner, quoi. Donc, mais je savais que j'ai des stratégies à chaque fois quand je commence un projet, un peu d'expérience aussi, culot, tout ce que je vous ai raconté, qui fait qu'à un moment donné ça va bouger. Donc, comme le projet que je suis en train de commencer, je sens déjà que ça va bouger parce qu'on met en place les mêmes stratégies, mais qui ne sont pas pareilles dans chaque domaine. Mais c'est le même truc, culot, machin, on démarre, tout ça. Et voilà, c'est le conseil que je donne à tous aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas sociable dans le monde d'entreprise, vraiment ça va pêcher. Même les plus gros timides, à un moment donné, sont obligés d'être avec les gens parce que c'est un travail d'humain. Bon, développeur web, c'était différent. Je voyais personne. D'ailleurs, ça m'a un peu saoulé aussi pour ça. Je voyais personne sur un PC, on rend des projets. Franchement, je travaillais avec une entreprise qui était à Johannesburg. J'étais en Afrique du Sud. Je ne les ai jamais vus. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bien. Pour ceux qui veulent faire du développement web et de la programmation... Il y en a là? Il y en a. En numérique? C'est quelque chose qui marche. En plus, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui a pris le dessus. Donc ça va très très vite. Et puis il y a du no-code, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de coder. Donc avant, on se cassait la tête à faire du code et dans un tableau noir toute la journée. Aujourd'hui, c'est de l'assemblage, ça va très très vite. Une application mobile, en 1 heure, c'est fait. En Shopify, ça va très vite. Donc il faut y aller maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est bizarre, je vais dire un truc, c'est les gens qui font du développement, leur but à eux, c'est des partisans du moindre effort. Mais pour tous, c'est un travail, c'est fou. Là, on doit travailler pour toi. L'intelligence doit bosser pour toi. Et ouais, c'est assez bizarre, mais en même temps, c'est un travail. Donc en fait, toi, ton but, c'est de lancer des machines. Donc, let's go. Tout défoncer. Les gens pensent que quand on est développeur web, ou quel que soit le métier qui te permettra d'aller loin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, parce que Internet, il n'y a pas de frontières, les métiers, il n'y a pas de frontières. Les gens, on est en France et on se limite à notre zone de géolocalisation. Il faut aller loin. En plus de ça, quand tu dis que tu es français, enfin, tu habites en France et tu as de l'expérience en France, machin, le monde entier est bien en France. En tout cas, dans le travail, la France
France est bien vue par rapport à d'autres pays. Donc, quand tu dis que tu habites en France, tu as fait des écoles en France ou machin, une alternance, il ne faut pas rester en France si vous êtes ségrégué. Il faut aller loin. Et ça va très vite en plus. L'anglais aujourd'hui, le français s'arrête à la frontière, et en Belgique et en Suisse. Mais si tu même un minimum d'anglais, il y a un moyen. Alors comment j'ai appris l'anglais? Encore une fois, YouTube, tutoriel. Franchement, voilà. Je résume comme ça, mais c'est que des galères, encore une fois. Quand j'apprends l'anglais, c'est parce que c'est des heures de YouTube tutoriel d'une meuf qui est en plus en train de se maquiller, en train de nous apprendre d'une façon simple. Voilà. Parce qu'en fait, moi je suis pas dans le maquillage, mais genre des fois, c'est des trucs, non mais apprends-moi l'anglais, enfin, c'est trop, donc c'était, c'est pas de la misogynie, mais elle avait une bonne méthode de nous apprendre, mais en même temps elle se maquille. Mais je suis obligé de me taper l'homme qui se maquille. Je vois ce que j'ai dit. Et pour moi c'était pour apprendre l'anglais. Mais voilà, c'était sympa en même temps, mais voilà, donc là où il y a à apprendre, il faut prendre. Aux enfants, parce qu'il y a des sujets que j'aborde aujourd'hui, harcèlement. Harcèlement, c'est un sujet important. Je parle aux enfants, donc forcément ils me regardent, les parents me regardent, je suis obligé. Et puis, comme j'étais éducateur, donc les enfants ça me connaît. Donc je prends on fait des concepts, des trucs comme ça pour un peu sensibiliser, c'est de la sensibilisation, harcèlement. Les parents me disent, ils te regardent, donc ils t'écoutent. Donc moi, je suis obligé de parler de ça, puisque les parents passent par là. Et puis l'enfant, souvent avec son papa ou sa maman, c'est un peu plus compliqué, on connaît les enfants. Mais comme moi, pour eux, je suis une folie Internet, star, hein, pour eux c'est une starification, alors que je suis normal, mais donc voilà, on profite de pouvoir transmettre des valeurs. Quoi. Moi c'est Khalif Naïm, et comment est-ce que j'ai commencé? Pour les personnes qui peut-être m'ont déjà vu quelque part, je fais des vidéos sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok également, où je fais de l'éloquence. C'est comme ceci que j'ai commencé, des concours d'éloquence. Mon parcours a été un petit peu différent de la plupart des personnes qui ont commencé le monde de l'éloquence. Pour comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé l'éloquence, j'ai compris très tôt que mieux parler, c'était l'une des choses les plus essentielles qui existent sur cette planète Terre, parce que la manière dont tu t'exprimes fait en sorte que les personnes te perçoivent de telle ou telle manière. Je viens d'un quartier, j'ai grandi dans un quartier, je ne sais pas si quelqu'un connaît ici le quartier des États, le 8e, entre le 8e et Vénissieux. T'es de là-bas? Où ça? Le Carrefour. Pas mal de Carrefour. C'est toujours ça quand tu demandes t'es dans quel quartier, vers le Carrefour à côté du rond-point, et puis tu sais jamais vraiment. Ouais. Ouais, je vois, c'est Vénissieux, Gagnard, exactement. Et moi j'ai grandi dans un quartier et mes parents ont fait le choix de ne pas me mettre dans les établissements publics de secteur dans lequel j'ai grandi et m'ont mis dans un établissement privé. Je suis arrivé, ça a créé comme une certaine forme de dissonance. Tu es un petit peu différent des personnes que tu as l'habitude de rencontrer là-bas et donc tu comprends très vite que c'est soit tu t'adaptes, soit tu es un caméléon comme j'aime à l'appeler, soit tu vas toute ta vie te manger des préjugés parce que tu t'exprimes différemment, parce que tu te tiens différemment, parce que tu te comportes différemment. Alors très tôt j'ai compris que parler ce n'était pas seulement parler, mais c'était aussi un marqueur social. Dis-moi comment est-ce que tu parles et je te dirai qui tu es. Ça c'est l'une des phrases les plus vraies. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que vous allez vous exprimer quand vous allez vous tenir face à un employeur, face à un collègue, face à un collaborateur, ça va changer votre vie. Aujourd'hui j'ai une entreprise, je travaille avec plusieurs collaborateurs, j'ai accompagné des centaines de clients dans leur prise de parole et également dans leur personal branding, j'ai accompagné des entreprises, j'ai accompagné des particuliers et à chaque fois, l'élément qui m'a permis de signer ses clients, de travailler avec ses collaborateurs ou de faire valoir ma parole sur les réseaux sociaux, c'est la communication, c'est l'image que tu renvoies. Quand tu arrives dans un nouvel écosystème que tu trouves un petit peu différent, où tu sens que tu n'es pas la même personne que tout le monde, tu arrives, tu es en survêt Lacoste avec une paire de TN et tu vois que les personnes qui sont en face de toi ne sont pas forcément les mêmes. Ils n'ont pas grandi dans le même écosystème que toi, vous êtes un peu différents. Et là, moi, ça a marqué le fait de me dire, ok, si je n'apprends pas à légitimer ma propre prise de parole, personne ne le fera pour moi. Alors, après, j'ai avancé, lycée, études supérieures, je me suis retrouvé en fac de sport, là où je ne me suis pas forcément plu parce que je n'avais pas pour ambition finalement être prof de PS, c'était ça l'ambition que j'avais de base. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça, je rêve de voyage, je rêve de grandes choses, je rêve qu'on se souvienne de moi dans quelques siècles encore. Et je me suis dit pour ça, rien de mieux que de laisser une empreinte à travers les idées, à travers l'image que j'ai envie de renvoyer, à travers les personnes que j'ai pu aider. À la fin de ta vie, la seule chose qui reste, c'est les actions que tu as mises en place. Je pense que si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui,
part de qui vous êtes et de la manière dont vous vous percevez. C'est la seule chose qui compte. Si vous êtes aligné avec ce que vous faites, forcément ça va fonctionner. Tous les échecs potentiellement que vous avez eus, toutes les mauvaises expériences, à chaque fois c'était un coup de marteau sur cette enclume. Et à chaque coup de marteau, l'enclume s'enfonçait encore plus profondément. Sachez que lorsqu'on est enfant, le cerveau il vibre entre 4 à 7 Hz. À l'âge adulte, c'est entre 30 à 40. Si à l'âge adulte on se retrouvait entre 4 à 7 Hz, ça serait un état hypnotique. Donc, l'individu que vous êtes aujourd'hui, tout remonte de qui vous avez été à l'enfance. Pratiquement tout. Vos insécurités, vos traumatismes, la manière dont vous vous percevez, la manière dont vous pensez réussir, absolument tout commence depuis l'enfance. Est-ce que quelqu'un veut nous partager une expérience? Je trouve que c'est intéressant de pouvoir prendre ce temps-là d'échanger. C'est vrai qu'on parle de confiance en soi, mais je pense que ça peut être également un bon exercice pour vous de prendre la parole devant 30, 40 personnes et de prendre le risque de partager une anecdote concernant dans laquelle vous avez été insécure par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est qu'on nous demande de l'expérience et en même temps pour avoir de l'expérience, on nous laisse la chance d'en avoir. Et je suis certain que l'une des façons que vous allez pouvoir avoir pour différencier les autres, ça va être l'image que vous allez renvoyer. La manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous vous exprimez. C'est l'une des choses les plus importantes. Il y a une importance fondamentale, c'est d'apprendre, malgré les échecs, à quand même se challenger en permanence. Parce que le processus, c'est-à-dire tous les challenges que vous allez mettre en place, toutes les choses qui vous font sortir de votre zone de confort, c'est des choses qui vont vous permettre de construire l'individu que vous êtes. Et plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous vous challengez, et ce de manière régulière, plus vous renforcez l'image que vous avez envers vous-même. Et plus vous renforcez l'image que vous avez envers vous-même, mieux vous communiquez, mieux vous rendez, et plus vous avez de l'assurance. Parce que c'est important de savoir parler. Il faut également savoir être. Par contre, savoir être, quelle personne tu es, à quel point tu as confiance en toi, à quel point tu es assuré quand tu prends la parole, les expériences que tu as vécues, à quel point tu peux être inspirant. Ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui se pratique. Donc aujourd'hui, réfléchissez, c'est un petit peu comme la mentalité Kaizen. Vous avez vu Inox Tag lorsqu'il a gravi l'Everest. Ça a été popularisé par lui, ce concept-là, le concept du Kaizen. Mais en réalité, c'est un concept japonais qui vient après la Seconde Guerre mondiale dans les usines Toyota, lorsqu'ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour tout reconstruire à partir de rien. Et bien ils ont réfléchi à comment est-ce que je peux progresser chaque jour de 1%. Chaque employé proposait de progresser de 1%, et ce, chaque jour de l'année. À la fin de l'année, lorsque tu vas progresser de 1% chaque jour, tu es 17 fois meilleur. Vous connaissez Jean-Paul Sartre un peu? Vous connaissez sa phrase, l'enfer c'est les autres. Ouais. Et la plupart des gens, ils ne connaissent pas vraiment la signification de cette phrase-là. C'est-à-dire que l'enfer c'est les autres, mais pas parce que les autres sont mauvais pour nous, ou sont toxiques, sont empoisonnés, et que toutes les relations sont vouées à l'échec. Parce que justement, les autres sont tellement importants pour nous, pour la propre reconnaissance qu'on a envers nous-mêmes, que lorsqu'on agit en fonction des autres et par rapport à leur regard, on se retrouve inévitablement en enfer. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que le paradis? Potentiellement un endroit dans lequel tes choix sont dictés par rapport à toi, par rapport à ce que tu as envie de faire, et pas par rapport aux autres. Alors c'est tout un travail de désensibilisation progressive sur lequel tu vas devoir travailler, et ce de manière journalière. C'est facile à dire comme ça, mais se détacher de l'opinion et de la vie des autres, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Alors tu auras toujours la boule au ventre. Hein. Et il y a une phrase qui dit, si tu ne stresses pas avant de monter sur scène, ne t'inquiète pas, ça viendra en même temps que le talent. Tu ne peux pas ne pas stresser, ne pas être angoissé, ne pas avoir peur du regard des autres. C'est un stimulant, le stress. Ce n'est rien d'autre qu'un signal. Un signal qui te dit que, ok, ce que je m'apprête à faire, c'est important. Et parce que c'est important, il faut que je me concentre, il faut que je donne 100% de mes capacités. La seule chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif, c'est uniquement la manière dont vous vous percevez. Si vous changez ça, tout devient possible autour de vous. Et vous, aujourd'hui, vous êtes étudiant, tout le monde est encore en construction, peu importe qui on est, peu importe le parcours qu'on a eu, et vous allez vous construire tout le long de votre vie. Et moi aussi par la même occasion. Et dans votre manière de vous construire, vous ne pouvez même pas comprendre à quel point vous allez pouvoir atteindre des choses grandioses si vous vous en donnez les moyens. La recherche d'alternance, la vie en entreprise et la vie à l'école. Puisque très souvent, les étudiants sont très peu informés sur ces parties-là. Et donc, avant de commencer, on va se présenter pour que vous sachiez qui on est.
Donc moi c'est Christine Pliso, Christopher Pliso, on est frères et sœurs et cofondateurs de Skilly. Donc Skilly c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'alternance, on est lyonnais mais on est sur toute la France. Et donc on aide des étudiants à trouver une alternance et des entreprises du coup à recruter leurs futurs alternants et des écoles à trouver leurs futurs alternants également. On a axé notre approche sur la personnalité des candidats et donc on a la volonté d'être très transparent avec les candidats, donc on va vous dire les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Et puis, chose plus importante, c'est que quand vous n'êtes pas retenu sur une offre d'alternance postée chez Skilly, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais candidat, ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur la bonne offre. Et donc, on va potentiellement vous repositionner sur une autre offre d'alternance. Aujourd'hui, vous êtes peut-être certains pas encore décidés totalement sur l'école que vous voulez avoir, ou peut-être que vous êtes encore en cours de réflexion. On parle beaucoup des droits et des devoirs, parce qu'aujourd'hui, c'est tout dans l'intérêt des écoles et des entreprises que vous sachiez le moins, parce que vous êtes jeune et vous êtes facile à exploiter. Alors du coup, on est vraiment là pour venir amener ça, parce que c'est ultra important et que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le marché de l'apprentissage. Mais du coup, effectivement, quand vous vous inscrivez dans une école, certaines écoles vont dire que vous n'avez pas le droit de vous inscrire dans une autre, d'autres. Parce que d'habitude, il y a toujours des gens pour vous dire, on est un peu emprisonné quand on rejoint une école. Ce qui est faux, parce que nous, on conseille à tout le monde de plutôt se préinscrire dans plein d'écoles. Parce qu'aujourd'hui, vous vous faites pas mal avoir par des écoles qui vont vous dire venez chez nous, on a des offres en entreprise, et puis vous arrivez, et puis il n'y a rien. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille déjà avec pas mal d'écoles. Donc on a la chance, c'est que quand on travaille avec une école, ils sont obligés de nous donner des offres, des vraies offres, parce que sinon on ne travaille pas avec eux. Donc quand nous, on vous redirige vers une école, c'est qu'il y a vraiment une offre. Après, peut-être que vous ne serez pas pris sur cette offre-là, mais dans tous les cas, le meilleur moyen d'attirer des jeunes, c'est de faire croire qu'on a des entreprises partenaires. Et du coup, ils veulent vous garder pour elles. Enfin, chaque école veut que vous soyez que chez elle. Mais du coup, il vaut mieux s'inscrire chez plein d'écoles parce qu'il y en a qui aident vraiment à la recherche d'alternance, contrairement à d'autres. Et donc, au final, il faut savoir que vous allez apprendre à peu près la même chose dans chaque école, à part si vous allez viser peut-être le top 3 et encore, il y a des écoles hors du top 3 qui sont mieux que les écoles du top 3, mais bon. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vers les écoles que vous avez envie. J'ai pas envie de vous dire le plus possible parce que ça sert à rien de vous pouvez être inscrit dans 15 écoles, mais n'hésitez pas parce qu'il y en a certaines qui vont vous aider et d'autres non, et au moins ça vous fera à vous un filtre et vous allez voir où est-ce que vous vous sentez. Et la nuance importante, c'est que tant que vous n'avez pas d'alternance, vous n'êtes pas réellement inscrit dans une école. Vous êtes sur la phase de préinscription. C'est une fois que vous avez validé le fait de trouver une alternance que vous validez votre inscription. Et certaines écoles, dans ces cas de figure, vont vous faire signer à l'entrée sur votre préinscription des documents qui vont vous amener à être obligé de passer en initiale à l'issue de votre recherche d'alternance si vous ne trouvez pas. Donc vigilance là-dessus. Si vous allez tous signer des documents à la préinscription, ce qui est logique, mais lisez bien les contrats pour être sûr de ce qui se passe si jamais vous ne trouvez pas d'alternance, puisque si vous devez passer en initiale, ça nécessitera de payer des frais de scolarité. Donc c'est important à savoir, notamment si vous n'avez pas la possibilité ou si vous ne voulez pas payer de frais de scolarité. Donc, comme le disait Christopher, on ne s'inscrit pas dans une seule école, mais autre chose importante, aujourd'hui il y a énormément d'écoles, donc vérifiez bien que le titre proposé, donc par exemple demain vous voulez faire un BTS MCO, et bien sur la fiche formation de l'école dans laquelle vous vous préinscrivez, il y a un numéro qui s'appelle le numéro de titre, et bien allez vérifier que ce titre il est bien valable. Oui, parce qu'on a eu le cas où on a voulu placer des alternants en entreprise avec certaines écoles, et en fait le titre n'était pas valable, donc ils ne pouvaient juste pas faire d'alternance parce qu'ils étaient inscrits sur des faux diplômes. Donc faites bien attention. Oui, parce qu'en fait ça se renouvelle chaque année, donc il faut le faire très régulièrement. Donc prochaine question, quand je m'inscris en alternance, je n'ai aucun frais de scolarité à payer. Donc globalement vous êtes à peu près moitié-moitié à dire qu'il restera des frais de scolarité quand vous êtes en alternance. Donc, quand on est en alternance, on ne paye aucun frais de scolarité. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. La seule chose qu'on va vous demander de payer, ça s'appelle la CVEC. C'est à peu près 150, 200 euros. Je n'ai pas le montant exact en tête. Mais il n'y a pas de frais de scolarité à payer quand on est en alternance. Ça ne dépend pas du contrat, ça ne dépend pas de l'âge. Les frais de scolarité sont pris en charge par votre employeur et par les OPCO, deux organismes d'État. Donc, votre école ne peut pas vous demander de payer quoi que ce soit, pas de frais de préinscription qui seront remboursés si vous trouvez une alternance,
pas de frais pour accéder à des offres, pas de frais pour quoi que ce soit. Donc, peu importe ce qu'on vous demande de payer, vous ne devez pas payer de frais de scolarité quand vous êtes en alternance, notamment en plus si on vous dit qu'ils seront potentiellement remboursés si vous trouvez une alternance, parce que si vous ne trouvez pas d'alternance, ils ne seront pas remboursés. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, le système de l'alternance a été fait pour permettre à tout le monde d'accéder à l'éducation. Et aujourd'hui, les entreprises sont aidées pour payer les frais de scolarité. Donc tout à l'heure, on parlait du fait de revenir peut-être trop cher à une entreprise. En réalité, aujourd'hui, la plus grosse partie des frais de scolarité sont pris en charge par les OPCO. Et après, l'entreprise a quelque chose à payer parfois. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à l'alternant de payer les frais de scolarité. Oui, et pour appuyer un peu ça, en réalité, parce que je pense que dans la salle, vous êtes déjà tous tombés sur les écoles qui vous ont fait payer des frais de scolarité, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi légalement elles ont le droit alors que c'est illégal de faire payer un alternant. C'est un peu le problème du flou juridique, c'est qu'en fait, comme Christine le disait, vous allez signer un contrat. Vous êtes alternant qu'à partir du moment où vous avez signé un CERFA. Donc avant d'avoir signé ce CERFA, vous êtes étudiant. Quand vous rejoignez une école, on vous fait signer un contrat d'étudiant. Vous êtes automatiquement en initiale. Donc à partir du moment où vous êtes en initiale, on a le droit de vous faire payer tout ce qu'on veut. Parce qu'on a le droit de faire payer ce qu'on veut à un étudiant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter de signer des contrats avec des écoles qui vont vous dire, en gros, payez pour réserver votre place et on vous remboursera si vous êtes en alternance, parce qu'en réalité, vous vous engagez à devenir un étudiant en initiale. Donc si vous n'avez pas d'alternance, vous allez devoir payer vos frais de scolarité pour l'année. Ça peut être très très cher. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut tout de suite refuser, parce qu'en fait c'est leur méthode. Ils vont vous dire oui, mais t'inquiète pas, c'est pour réserver ta place, etc. Croyez-moi, n'importe quelle école aujourd'hui en France, si vous avez une entreprise, vous acceptera dans sa classe. Voilà. Qu'on vous dise le contraire ou pas, c'est faux. N'importe quelle école, et je vous le dis bien, n'importe laquelle, vous acceptera si vous avez une entreprise. Parce qu'à partir du moment où vous avez une entreprise, vous ramenez beaucoup trop d'argent à une école pour qu'on vous refuse. Donc, la fameuse question, est-ce que mon école va me trouver mon entreprise? Donc, qui pense que l'école va trouver l'entreprise? Une personne. Les deux. C'est vrai et faux. Effectivement, c'est vrai et faux. J'ai envie de dire que c'est plus faux que vrai, mais vous avez levé la main. Pourquoi? Parce que j'ai des collègues qui sont dans une école et apparemment on leur des aides, des offres, on leur donne des offres. Oui, on leur donne des offres. Oui. Alors oui, effectivement, la majorité des écoles vont quand même transférer des offres, ce qui est logique, parce que c'est dans leur intérêt quand même que vous trouviez une alternance, mais il faut savoir que ce sera, dans 99% des cas, des offres qui ne sont pas exclusives. C'est des offres que vous avez accès sur Internet, sur les job boards, sur les web, sur ce que vous voulez. Donc en réalité, c'est vrai et c'est faux, parce qu'il faut définir ce que ça veut dire aider à trouver une alternance, parce que pour moi, donner des offres qui sont déjà accessibles par l'étudiant, c'est pas vraiment de l'aide. Voilà. Mais par contre, il y a des écoles qui ont des partenariats exclusifs avec des entreprises, ça c'est une réalité, mais il faut savoir, en tout cas, je pense qu'à la louche, je vais vous faire d'expérience, ça doit être 5% des écoles qui ont des réelles signatures avec des entreprises qui s'assurent de recruter des alternants. Donc ne croyez pas trop quand on vous dit que c'est exclusif. Par contre, effectivement, il y a des écoles qui travaillent toujours avec les mêmes entreprises, etc. Donc on peut vous aider, mais ne jamais compter que sur l'école, parce que nous, on rencontre beaucoup d'étudiants qui s'attendent en réalité à ce que l'école fasse tout. Honnêtement, ça finit rarement bien. Voilà. À part si vous avez vraiment le profil de l'année et que vous avez de la chance, ça finit rarement bien si vous attendez que l'école fasse à votre place, mais ils peuvent vous aider, effectivement. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que c'est vrai et faux, parce qu'en fait, nous, on rencontre des étudiants qui s'attendent à ce que, parce qu'ils rentrent dans une école, l'école va tout faire pour eux et ils vont trouver l'alternance uniquement grâce à l'école. Mais aujourd'hui, c'est un travail de chaque côté, et même les entreprises qui sont partenaires avec les écoles, ça n'est pas garanti d'être retenu, puisque forcément, vous ne correspondez peut-être pas au profil qui est recherché. Donc dans tous les cas, l'objectif de cette question, c'est avant tout de vous montrer que la recherche d'alternance, ça repose avant tout sur vous, et ne pas vous décharger sur le fait de vous dire, tiens, mon école va me trouver quelque chose. Même si votre école peut vous aider, ça vient d'abord de vous, la recherche d'alternance. Donc justement, on va passer un peu à la partie recherche d'alternance. Donc
est-ce que d'après vous, il faut candidater en masse pour trouver une offre d'alternance? Dans cette conférence, il y a une partie qui est vraiment du légal, et puis il y a l'autre partie qui est plus par rapport à ce que nous on fait au quotidien, qui est d'aider les entreprises à trouver des alternants, et donc on a conscience des réalités du marché, et de l'autre côté, le fait qu'on rencontre beaucoup d'étudiants. Donc il y a des choses qui sont, on va dire, des vérités parce que c'est légal, et il y a des choses qui sont notre point de vue aussi, et ça en fait partie. Donc, pour nous, c'est faux. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, oui, candidater, forcément, ça va vous permettre d'avoir plus de chances d'être pris. Sauf qu'une candidature qui n'est pas ciblée, eh bien, ça vous dessert. Tout simplement, nous, on le voit tous les jours au quotidien, on a énormément d'offres d'alternance actives, et Christopher s'occupe de traiter les candidats qui candidatent chez nous. Et on voit très souvent des candidats qui ne sont pas du tout adaptés à l'offre qui est proposée. Il peut y avoir des choses vraiment très... ça peut être par exemple un chef de projet marketing et le poste et le profil qui est en face, ça va être quelqu'un qui est dans la comptabilité. Ou quelque chose de plus subtil. De postuler à une offre qui est pour un bac plus 3, vous cherchez pour un bac plus 2. Ça, c'est pas forcément dit dans l'annonce, enfin dans le titre de l'annonce, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'arrêter juste au titre de l'annonce. C'est ça, il va falloir vraiment décortiquer l'annonce en se disant, est-ce que je corresponds à cette offre-là? Est-ce que les missions correspondent à mon diplôme? Et à ce moment-là, je candidate. Il ne faut pas juste rentrer des titres, je sais pas moi, vente par exemple, et postuler à tout ce qui est en vente, alors que par exemple, il y a peut-être des profils où il faudra du bac plus 5, il y a peut-être des profils où ça va être des diplômes techniques qui vont être demandés parce que ce sera de la vente dans l'industrie, et du coup, il faudra être en BUT technique de commercialisation par exemple. En fait, l'objectif, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas en candidatant n'importe comment, donc vers toutes les offres, que vous allez trouver une alternance, et c'est souvent pour ça aussi que vous êtes frustré. Parce que vous candidatez tellement que vous vous dites, j'ai toujours pas trouvé. Sauf quelle est la qualité de vos candidatures et quelle est la qualité des annonces auxquelles vous avez répondu. Est-ce que vous correspondiez vraiment? Ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je tente ma chance, je suis une bouteille à la mer, sur un malentendu, ça peut passer. Ça ne passe pas en fait. Et nous, on le voit très, très souvent au quotidien, on ne peut pas candidater comme ça, se dire, bon, aujourd'hui c'est bon, j'ai fait mon job d'étudiant, j'ai candidaté à 200 offres, je peux aller dormir tranquille, mais lesquelles correspondaient vraiment à votre profil, pour lesquelles vous avez réellement candidaté de façon personnalisée. Alors je sais, vous n'allez peut-être pas faire un CV différent pour tout le monde, mais ne serait-ce que de changer le titre du CV à chaque fois que vous candidatez quelque part. Là, ça va faire vraiment une candidature ciblée. Là, vous allez pouvoir avoir des chances de décrocher une alternance. Alors que vous dire, tiens, je postule tous les jours à toutes les offres qui m'ont été envoyées par Hello Work parce que j'ai paramétré un filtre qui allait me donner toutes les offres d'alternance dans mon secteur, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que l'alternance, c'est aussi une stratégie. Vous ne pouvez pas espérer trouver une alternance en candidatant n'importe comment. Et surtout, on va souvent passer sur les réseaux des choses comme ça, des jeunes ou même des journaux qui vont parler du fait que quelqu'un a postulé à 500, 600 offres et qu'il n'a jamais eu d'entretien. On va voir généralement les gens qui vont être choqués en se disant c'est abusé, il a postulé à tellement d'offres, pourquoi il n'a pas d'entretien? Est-ce qu'il correspondait à autant d'entreprises d'après vous? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas correspondre à autant de boîtes. Donc vous devez sélectionner vraiment la bonne boîte. Nous, on le voit, moi je trie les candidatures. Je trie des milliers de candidatures à la main, parce qu'on a décidé de faire à la main. Et des fois, je vois des candidats, alors c'est très marrant, parce que nous, on recrute pour des clients, donc on recrute pour des entreprises, pour des écoles. Évidemment, dans notre annonce, on ne met pas le nom de l'entreprise ni de l'école, parce que sinon on pourrait être court-circuité par les candidats, c'est logique. Mais par contre, les candidats qui essayent vraiment de bien faire les choses vont changer dans le CV et disent qu'ils postulent pour ce qu'ils... Alors c'est marrant parce qu'ils ne postulent pas vraiment pour chez nous, mais au moins ils ont fait l'effort de changer leur CV pour l'offre à laquelle ils candidatent. Et rien que ça, et aujourd'hui je vous en parle, ça veut dire que ça me marque. Alors que je traite des milliers de candidats. Et ce matin, j'en ai eu une qui a fait ça, c'est elle qui va marquer le bloc. Donc vraiment, il faut personnaliser vos candidatures. Ça n'a pas de sens de candidater à toutes les offres. Parce que déjà, même vous, ça se trouve, vous n'avez même pas envie de rejoindre cette entreprise. Vous ne savez même pas. Donc si vous ne faites même pas de recherche sur la boîte, en plus de ça, si vous postulez à 500 offres et que quelqu'un vous appelle, allez savoir qui c'est qui vous appelle.
Est-ce que vous allez vous souvenir de l'entreprise qui vous a appelé, de ce qu'ils font? Je peux vous dire, ça ne va pas vous aider pendant l'entretien. Et dernière chose sur la lettre de motivation, dans certaines offres, elle est demandée forcément dans la candidature, c'est encore le cas. Mais aujourd'hui, très peu de RH lisent les lettres de motivation, tout simplement parce qu'il y a des volumes énormes sur la candidature en alternance. Et c'est pour ça que nous, on recommande de mettre le paquet sur le CV. Si on vous demande une lettre de motivation, faites-la. Mais par contre, c'est votre CV qui doit attirer l'œil lorsque vous candidatez. Donc, par exemple, sur votre CV, on vous a tous fait mettre un paragraphe étudiant Bac plus 3 recherche une alternance pour septembre 2026 sur un rythme de tel jour, tel jour, tel jour. Ok? Donc là, dans la salle, je suis sûre que vous avez tous mis ça sur votre CV. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que votre CV donnera plus envie d'être lu que l'autre CV de la personne qui prépare un Bac plus 3 avec tel rythme d'alternance? Rien du tout. Sauf que ce paragraphe-là, il sert à quoi en réalité? C'est un teaser, c'est quelque chose qui va donner envie de vous rencontrer, de savoir pourquoi vous êtes fait pour ce poste, pourquoi vous candidatez là, pourquoi vous avez choisi de faire tel parcours. Si vous n'avez pas, une compétence particulière, une expérience particulière, vous savez déjà pourquoi vous avez choisi de faire les études que vous faites. Donc mettez ça en avant dans ce paragraphe. Passionné d'informatique depuis tout petit, j'ai développé des jeux dans mon coin et aujourd'hui je veux me professionnaliser là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui je postule à l'offre chez vous pour venir et acquérir de l'expérience professionnelle et valider mon diplôme. Et ensuite vous trouverez un autre espace sur votre CV pour marquer que vous êtes étudiant en tel diplôme à tel rythme d'alternance. Ça c'est pas grave, on peut le lire plus tard. Par contre, savoir que vous étiez passionné par ça, parce que vous faites ça depuis tout petit, tout seul dans votre coin, et que vous avez décidé d'en faire une carrière, ça a beaucoup plus d'impact.